Salut à vous les rôlistes. Bon bah aujourd'hui on attaque enfin la fin des codex Nephilim, donc ce grand projet totalement inutile, mais je m'en fous, je me serais fait plaisir. Alors bah on va parler tout simplement du diable au monde. Rentrons dans le vif du sujet. Le diable est un codex très intéressant, mais surtout très intéressant pour le MJ. Il est totalement inutile pour les PJ étant donné que bah, tu peux pas jouer le diable, voilà. Ou alors tout le monde joue le diable. Mais c'est un mélangeable, ou alors vous acceptez d'avoir un adopté du diable, sachant que ça va être le trait dedans, enfin dans ce goût-là. Sans grosse magouille, il est strictement impossible de jouer un adopté du diable dans un groupe de PJ, de joueurs normalement constitués. Qui plus est, il est inutile pour la méta jusqu'à la fin des Chroniques de l'Apocalypse, puisqu'il y a beaucoup de sondes secrets, de magouilles dans le diable, mais tout ça va intervenir pendant l'Apocalypse en cours, donc après la campagne des Chroniques de l'Apo. Donc bah, d'un côté c'est totalement inutile jusqu'à que vous ayez fini la gamme officielle jusqu'à la fin de la 3ème édition. D'un autre, si vous comptez jouer la suite, inventer la suite à votre table de jeu, c'est un peu indispensable par rapport à la Story Lane et les secrets originellement prévus par les auteurs. Voilà, bon, on va être à peine plus clair. Le diable, en fait, il y a une très bonne description de l'arcane, on a la totale, hein. Le prince, la structure, les intrigues internes, l'historique de la lame, le pétage de plomb de Shaitan, et on a même du secret sur la lame. On a deux gros secrets qui concernent la lame, la magique physique de l'arcane, à savoir elle donne l'accès à un akasha très spécifique qui est l'antémonde, et on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est clairement pas un akasha normal du tout. Et aussi que la lame est en train d'être détruite par Shaitan pour des gros rituels magiques pas sympathiques. Après, toute la question est ouverte, hein. Est-ce que la destruction de la lame est inscrite dans la lame ou pas? Est-ce que bon, c'est la porte ouverte à pas mal de tripes mystiques sympas. Shaitan est quasiment le PNJ central de l'arcane, c'en est le prince, et il a bien pété une durite. Les projets de Shaitan, c'est la guerre ouverte avec le monde, l'arcane du monde. Lui veut raser les Agarthiens, hein. Il veut tuer tous les Néphilim et veut raser les Agarthiens. Et il s'en donne les moyens, voilà. Donc beaucoup de secrets, beaucoup de background. C'est une mine de PNJ et d'antagonistes vraiment sympathique. Et c'est enfin une vraie arcane de méchant. Par contre, effectivement, c'est inutile pour les PJ. Et c'est vraiment si le MJ il a envie d'y intégrer à sa partie, mais vous pouvez vous en passer sur toutes les campagnes qui ont été publiées. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, la Maison Dieu, toujours un codex très intéressant. De toute façon, là, les sites dont on va parler sont vraiment sympas. Donc, un codex qui est en plus potentiellement très jouable, avec des grosses contraintes, à savoir que les adoptés sont tellement... c'est une arcane très militaire, donc ils sont tellement pris par l'arcane que, à part j'ai un groupe de copains et je les vois et on fait l'aventure sur mon temps libre, il n'est pas très dispo, le personnage. Là, effectivement, on est encore face à une espèce de train à être qui est infiltré, où il faut vraiment que des arcanes qui soient tolérées par la Maison Dieu, et il n'y en a pas des masses. Enfin, c'est tout à fait possible, mais ça restreint de manière très restreinte, ça veut rien dire ma face, ça restreint beaucoup tout simplement votre groupe de PJ. Beaucoup d'intrigues secondaires dans le codex, c'est décrit par les historiques et la structure de l'arcane, tout est très fouillé. L'intrigue du codex est en fait assez sympa, mais en fait quand on connaît un peu la storyline générale, elle est inutile, elle est fun mais inutile. Savoir effectivement que le prince Draka construit une machine à remonter le temps pour aller tuer Prométhée lors de la naissance de Prométhée. Donc l'événement s'est pas passé dans la storyline officielle, mais quand on connaît la nature de la naissance de Prométhée, bon, il va pas pouvoir y faire grand chose. Le prince, Prométhée, n'est pas un Néphilim normal, et qui plus est, on sait aussi que par rapport aux prophéties de la peau, durant la peau, justement, Draka doit se rendre compte qu'il s'est trompé depuis toujours et qu'il doit aller libérer Prométhée. Donc, voilà, hein. Il ne doit pas être le seul, mais bon.
Et d'ailleurs, par rapport à la symbolique de la tour foudroyée, la maison Dieu est très intéressante. Mais on se dit bien, tiens, ils ont peut-être pas vraiment compris le message et secret et caché d'Akhenaton. La lame d'ailleurs a délivré un de ses secrets. Draka a toujours su un des secrets de la lame, qui est sympa sans transformer le monde de Néphilim. Justement, Draka, le prince, il est bien décrit, avec ses secrets, ses projets secrets bien décrits. C'est le frère de Lilith, donc c'est sympa et ça fait une position de la Maison Dieu par rapport au Sélénim assez intéressante. Enfin voilà, c'est très jouable. Tout le codex est utilisable avec de grosses contraintes si on veut intégrer un joueur adopté dans le groupe. Hein. Vous oubliez directement l'arcane 16 avec l'arcane du battleur ou avec le mât ou avec toute arcane de toute façon qui n'est pas très sérieuse militaire. Par contre, effectivement, avec la justice et la force, justice, force, chariot, tempérance, maison Dieu, ça passera très bien. Enfin, la tempérance va pas trop saquer les autres, mais bon. L'étoile, la 17, un codex excellent, mais vraiment une arcane qui est totalement ignorée par pratiquement tout le monde, sauf par très peu de gens. En fait, on a le jugement et la roue de la fortune qui ont des liens avec l'étoile, sinon ils sont un peu pris de haut par tout le monde, alors que au niveau pré-campagne de l'Apocalypse, donc quand on ne connaît pas encore les secrets du monde, c'est l'arcane la plus proche de la vérité. C'est voilà, pas plus compliqué que ça. S'il y a une arcane où tout le monde se moque alors qu'elle a raison, c'est l'étoile. Alors, beaucoup de secrets internes. Les phares, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais essayer de faire une vidéo courte. Un prince mystérieux, ça c'est un des trucs dommages. On avait eu 2 arcanes où effectivement on avait des descriptions à la fois de petites choses sur la lame et beaucoup de choses sur le prince. Là vous allez rien avoir sur le prince et la lame. Donc ça c'est chiant. Une bonne description du background secret. Et dans les UT, encore une fois, pour la puissance d'information, chronique de l'Apocalypse, 5e tome, et surtout par rapport à la spécificité développée par l'étoile en termes de sciences occultes, il existe quelque chose, malheureusement on le trouve que dans Néphilim 3e édition, livre des joueurs. Donc même si vous comptez jouer dans la 2e ou la 1re édition, n'importe quelle édition, mais avant les chroniques de l'Apo, mettez, si vous comptez jouer quelqu'un de l'étoile, c'est très intéressant, mettez la main sur Néphilim 3e édition livre joueur, les petits fascicules supplémentaires pour le livre de joueur avec le MJ, hein, les livres des Néphilim, où effectivement on a la voix occulte de l'étoile et c'est vraiment sympa. Il développe l'éther, c'est même pas du soleil, il développe un truc cosmique en eux, un cas très spécifique qui n'est pas exactement un cas. Enfin, c'est vraiment sympa comme trip. Bon, pas trop de spoil, mais vraiment une arcane très intéressante avec pas mal de choses qui se passent à l'intérieur. C'est vraiment un très très bon codex, même si effectivement jusqu'aux chroniques de la peau, il n'est pas essentiel. Ça fait vraiment partie des arcanes qui... les chroniques de la peau changent complètement la relation de l'étoile avec le reste de la communauté Néphilim. Hein. Avant le retour d'Akhenaton, c'est des bouffons. Après le retour d'Akhenaton, ils ont trop la classe et on les écoute. La 18, la lune, les zoomorphes, encore une excellente arcane, un excellent codex bien fait, et une arcane très jouable qui apporte vraiment du nouveau. On a d'ailleurs dans le codex leur histoire, l'organisation en hard, leur destin. On va vous parler des avatars, du site. Les secrets sont abordés et pas seulement on te laisse un peu de mystère. On rentre dans les secrets, on va te parler de l'unicorne, du dragon. Il y a un chêne, donc un néphilim asiatique qui fait partie de l'arcane de la lune. Il y a des branches d'arcane cachées qui ont des projets sympas. On a enfin la possibilité de jouer un sélénim qui s'intègre parfaitement dans le groupe. Parce que tout simplement, la lune a des adoptés sélénim. Voilà, ça c'est pareil, c'est de la grosse bombe. Donc effectivement, sans jouer dans la mort, sans jouer dans le culte de Lilith, pour avoir des sélénimes beaucoup plus positifs et jouables très facilement dans des groupes de Néphilim, optez pour la lune. Optez pour la lune, c'est vraiment une adoption qui va vous permettre d'intégrer un sélénim facilement dans un groupe de nef. On a des règles pour jouer les zoomorphes, bon,
À mon goût, elles sont pas assez développées, mais le codex. Quoi dire d'autre? Bah voilà, c'est très bien, c'est un vrai plus, une vraie possibilité de jouer autre chose, sans compter que, bon, effectivement, si vous jouez un zoomorphe oiseau, un zoomorphe lion, un zoomorphe chat, enfin, ça va vraiment vous donner des tas de zoomorphes différents, hein. Le simulacre devient tout aussi, le choix du simulacre animal devenant typant tout autant que le choix de votre cas élément, votre personnage. Donc c'est vraiment très sympa et ça peut vous donner un petit plus, une petite particularité à votre PF qui est très intéressante. Et ouais, des secrets à la brouette, un arcane très concerné par l'apocalypse, qui s'y prépare, qui y fait face, c'est vraiment que du bon. L'arcane de la lune très très intéressante, codex très sympa. Non indispensable, même par rapport aux chroniques de la peau, il interviendra en cours d'apocalypse, donc vous pouvez complètement jouer les chroniques de la peau sans connaître sur le bout des doigts la lune, mais la lune est vraiment très intéressante et donne des opportunités de replay et de constitution de groupe haut en couleur. Le 19, le soleil, bah, un codex bien décrit, beaucoup d'historique, beaucoup d'organisation du soleil. C'est facilement jouable au sens où on peut facilement jouer un adopté du soleil tant qu'on reste dans les bas niveaux de l'arcane. Quand on arrive dans les hauts niveaux, il y a tellement de magouilles politiques, de guerres intestines, c'est pas de guerre larvée, mais de jeux d'influence que c'est pas forcément l'arcane la plus simple pour jouer un adopté qui est très investi. Donc le soleil, c'est des néphilim qui sont fascinés par le cas soleil et qui tentent tout simplement de refonder le second sentier d'or, c'est-à-dire la maîtrise du cas soleil dans le pentacle. Donc l'adopté de base très jouable, l'adopté de base pas jouable. La constitution de l'arcane est quelque chose de spécifique, à savoir qu'ils ont deux princes qui alternent la position, et qu'en fait, pendant qu'il y en a un qui est aux commandes, l'autre est en stase, malheureusement, la stase, elle s'est fait voler, les gens du soleil ne savent pas par qui, courent après, bon, c'est mort, Dumas, on en a déjà parlé, pour avoir un enfant de Shaitan qui a volé cette stase si particulière au soleil. Beaucoup de mystères qui sont en suspens, exemple, Surio, le prince du soleil, un néphilim excessivement unique, puisqu'il a réussi à percer le mystère de l'équilibre élémentaire. Tous ces cas sont au même niveau. On sait que c'est lié à l'Amérique latine, on sait aussi que les secrets ont été gravés sur des tablettes, que ça a été perdu. Le problème, c'est qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. Donc c'est très intéressant, c'est très prenant, mais là il va y avoir du boulot pour le MJ. On a le problème des akashas solaires au sens, en fonction du supplément de nef, l'akasha solaire ça existe pas, ça existe pas. Bon, les adoptés du soleil pensent y avoir trouvé le chemin. C'est un d'autres suppléments où effectivement ça explique qu'ils se trompent, que les akashas solaires n'existent pas, pour pas confondre avec l'Eidos. Bon, au final on a une arcane qui est censée avoir un goût très mystique, et on est sur une arcane qui est surtout un goût très politique internéphilim. Avec en fait une mainmise tellement marquée de Surio, qui est quand même un gros bâtard sur l'arcane, qu'au final, c'est intéressant de jouer un type du soleil qui s'intéresse pas aux magouilles internes de l'arcane, plus le côté chercheur sur le soleil. Mais sinon, on est vite pris dans des trucs très magouilles internes, un peu à l'impératrice. Le jugement arcane 20. L'âme fataliste ô combien. Alors, ils sont vraiment rigolos, hein, la dernière lame avant le monde. Un de leurs enseignements de base, c'est le refus de la voix d'Agartha. C'est-à-dire, eux, ils sont au courant d'une des phrases qui est inscrite sur leur lame, la lame magique. Et cette vérité, c'est tout simplement qu'il n'existe pas un Agartha, mais bien une multitude d'Agartha. Donc, ils sont tous très libres à vouloir choisir l'Agartha un peu comme ils veulent. Et c'est marrant parce que d'un autre côté, c'est vraiment une arcane qui est, même si tout le monde fait un peu ce qu'il veut, qui est très unie, puisqu'ils ont ni plus ni moins, en fait, eux possèdent la vraie voie magique pour l'accomplissement du sentier d'or. Et ils le font. C'est-à-dire, on a enfin des néphilim qui cohabitent avec leur simulacre et qu'en tirent un bénéfice en termes de magie violent. On n'est pas face à des pendus qui galèrent à faire l'union avec l'humain. Eux, le sentier d'or, c'est bon, ils l'ont réalisé. Vous voulez le sentier d'or, vous prenez l'arcane du jugement. Ils ne le crient pas sur tous les toits, mais ils l'ont déjà fait. Ils connaissent certains mystères d'Agartha.
Et ce qui est marrant, c'est que ce qui est très très mystère du monde et du jeu, les adoptés, ils en parlent entre eux tranquillement. Leur côté intrigue, il faut que je développe pour être clair, mais leur côté intrigue, c'est-à-dire l'endroit intrigue dans le codex, là par contre c'est un peu sur des conneries. Ouais, c'est à voir avec le prolongement de la gamme. À voir prendre depuis le début, donc c'est un codex qui est bien décrit, qui est très jouable. Les membres du jugement, c'est un peu des clodos. Ils renient le monde matériel, ils ont un pouvoir d'humour noir et de cynisme. Ils ont une voix de magie propre à eux qui se joue dans l'union du cas-soleil, du simulacre et des cas éléments du Néphilim. Et il y a un lien qui se crée, un lien magique qui se crée entre le Néph et son simulacre qui se renforce plus on avance sur cette voie, et à la fin c'est l'osmose. Donc il y a effectivement une fusion cas-soleil, cas-élément. Donc une sapience que toutes les autres, beaucoup trop d'arcanes. Pour après, eux ils ont déjà ils ont le truc, quoi, ils ont la solution. Des secrets comme d'habitude, leur attitude unique donc, beaucoup de flou artistique par contre, sur les règles d'osmose, du taf pour les MJ. 5 pages complètement perdues avec, selon moi, les anges du néant, mais des adoptés du jugement un peu grillés une durite et qui pensent que les Néphilim n'existent pas et qu'ils sont tous des malades mentaux, eux compris. En conclusion, c'est très fun, c'est très jouable. L'intrigue, l'intrigue de Starkan, c'est tout simplement de croire que l'apocalypse sera la fin du monde par l'arrivée d'une grosse météorite qui va raser la planète. D'ailleurs, tous les mecs du jugement ne le pensent pas forcément, mais beaucoup sont dedans. Et en fait, tous les groupuscules qui se bougent, les groupuscules sérieux du jugement qui se bougent, c'est par rapport à l'étude du cosmos et puis l'arrivée plus ou moins imminente d'une grosse météorite. Donc je dis c'est nimble parce que par rapport à la gamme officielle, effectivement, l'apocalypse n'est pas constituée de la grosse chute d'une météorite. Par rapport à ce que moi je pense effectivement du prolongement de la gamme qui était prévu à l'origine, je leur lis bien l'arrière, c'est effectivement, je pense que la fin de l'apocalypse, c'est le départ sur l'Ise, grâce tout simplement à l'élévation d'Agartha, qui va devenir la nef stellaire. On a pareil le monde des alchimistes qui peuvent s'y fusionner, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se prépare là-dessus. On a la nef du Main qui peut servir, l'étoile justement de construction de nef cosmique. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent et qu'effectivement, il est tout à fait possible qu'une nouvelle comète d'Orichalque se fracasse sur la Terre à la fin des chroniques de l'Apocalypse. Mais bon, c'est une interprétation personnelle, comme je l'ai souvent, je l'ai quelques fois dit, je pense que la fin de Néphilim peut complètement se lier au début de Dark Earth. Voilà, donc que dire d'autre de plus vu que j'ai complètement digressé. Le jugement, beaucoup de secrets sur Agartha disponibles à tous les adoptés. Les vrais secrets de l'arcane sont en fait des plantages. Donc c'est vraiment une arcane très sympa à jouer. Surtout si vous jouez aux alentours d'une initiation, c'est-à-dire un adopté qui est assez au courant des choses de son arcane, mais qui n'est pas justement complètement dans les Saturniades, c'est-à-dire la recherche des chutes météoriques, qui n'est pas bloqué sur l'arrivée d'une comète. Enfin, le monde. Bon, on va parler du monde, le codex, en sachant que si vous voulez des informations sur le monde plus général et plus exploitable, Chronique de l'Apocalypse, 5e tome, comme d'habitude, plus effectivement les guides du maître, 3e édition. Alors, dans ce codex, en fait, c'est que du texte, et en gros, c'est des discussions et des notes je perds mes mots. Enfin, le lion vert, il a des apprentis, voilà, et l'un des apprentis du lion vert parvient enfin à l'Agartha, et c'est des discussions entre le lion vert et son apprenti qui pose des questions sur Agartha, et quelques secrets du monde dont on parle un peu. Donc c'est assez agréable à lire, c'est pas rebutant, c'est court de toute façon. Mais si vous voulez des choses plus croustillantes, Chronique de la peau, volume 5, et le livre du guide du maître, tout simplement de la 3e édition. Après, ça reste très lisible, voilà, c'est agréable. On a quelques petites infos, mais dont on ne va pas parler de manière plus poussée et plus jouable et plus utilisable dans le tome 5 des Chroniques de la peau. Donc le codex du monde, voilà, compléter la collection, la main dessus, on peut tout à fait s'en passer. Si on a les CDA 5.
Sur ce, ciao les gens. Ouais, en dessous des 20 minutes, je vais le faire vite. J'espère que ça servira à quelque chose, enfin au moins un ou deux rôlistes, toutes ces petites vidéos sur les codex. On est loin d'en être sûr, mais bon, perso ça m'aura fait plaisir de faire un petit blabla sur chacune des petites arcanes de Nef pour toute la période pré-apo. Allez, ciao les gens, je vous bien.